des stèles correspondant finalement à chaque personne, on regroupe sous forme d'une chapelle funéraire. En même temps, on voit que c'est un peu plus prestigieux, hein. C'est pas tout à fait conforme à l'esprit protestant de l'origine. Égaliser le fil est sous forme de fibre un peu irrégulière, et il faut égaliser le fil dans le sens du fil justement. Et il a inventé une peigneuse mécanique qui a été très longtemps utilisée et qui n'a été perfectionnée que au moins 60 ans plus tard. Mais qui a été utilisée, en général dans les industries dans le monde entier. Première grande famille, il entre dans la société industrielle. La société industrielle de Mulhouse, c'était un regroupement de ces industriels pour promouvoir le progrès dans l'industrie, les progrès dans la mécanisation et en général aussi tout ce qui permet d'améliorer la vie en société, l'enseignement, enfin c'est un éventail et progrès social. La famille Ledric, c'est Charles Ledric a créé une grande usine, se sont reconvertis dans la laine pour s'adapter au marché allemand après l'annexion. Et cette usine de laine peignée, filature de laine peignée, était à l'emplacement de ce qu'on appelle la filature. Et c'est mari et femme, les deux stèles bien rapprochées. C'est presque un haut relief les deux mains pour le couple, qui est un intellectuel. Charles Steuber, Auguste Steuber était professeur et c'est celui qui a essayé, un des premiers, qui a essayé de remettre en honneur le folklore et le patrimoine purement alsacien. Alors il a fait une recension de tous les contes qu'il a retranscrits. Alors c'était des contes qu'on se transmet oralement. Il les a transcrits en allemand, littéraire, classique. Et c'est vraiment en quoi il est extrêmement célèbre. Son frère était pasteur à Saint-Étienne. Et donc il a eu des émules, enfin des disciples, puisque après on a Auguste Lustig qui écrit des poèmes et des pièces de théâtre en alsacien, Nathan Katz aussi en alsacien, et jusqu'à nos jours, Tony Troxler aussi, est celui qui rappelle l'aspect original de cette littérature populaire. Et la tombe de Nicolas Guesclin, qui est, disons, le plus célèbre de ces Guesclin. Alors, le premier dont on parle, c'est Samuel Guesclin. Samuel Guesclin, celui qui a fondé la première manufacture d'indienne avec Jean Ridolfus et Jean-Baptiste, ou je ne sais plus comment il s'appelait, Schmeitzer. Et Samuel Guesclin a plusieurs enfants, dont Jean Guesclin, et Jean Guesclin a eu 16 enfants. Alors il y en a quelques-uns qui se trouvent là, chacun ayant des enfants. Ce qui est remarquable, c'est justement qu'on se dit c'est extraordinaire d'avoir prévu une tombe pour chacun des enfants. C'est pour ça qu'après, il faut bien regrouper quand même. Alors Nicolas Guesclin ils sont trois frères remarquables, Nicolas, Jean-Jacques, Édouard et Daniel. Il y a évidemment une assez grande différence d'âge entre les aînés et le plus jeune, hein, puisqu'il y a moins 16 ans d'écart. Jean-Jacques et Édouard étaient des jeunes gens, d'une vingtaine d'années, au moment des dernières campagnes napoléoniennes. Donc ils ont participé à la campagne d'Allemagne en 1813. Jean-Jacques Guesclin. C'est pourquoi politiquement,
les Quéclins restent des bonapartistes, même après la défaite, l'exil, tout ça. Ils ne sont pas très favorables à la monarchie de l'époque de la Restauration. Il y en a même un qui a participé à un complot contre Louis XVIII, bon, qui a fait de la prison. Et Nicolas Quéclin, alors par ailleurs, c'est des familles très très riches, beaucoup d'usines, une usine qui est de textile. Et puis il y a le cousin, André Quéclin, lui s'intéresse plutôt à la métallurgie, c'est-à-dire au fond, ces usines ont besoin de matériel, de machines. Bon. Là, on est au début du 19e siècle, on commence à mécaniser. De 1836 à 1937, il réalise cette première ligne qui avait 30 km, et en faisant tout, c'est-à-dire les rails, les haltes successives et la fabrication des premières locomotives. Et donc, il copie un modèle anglais, parce que les premières voies chemin de fer, c'est en Angleterre. Il copie une locomotive qu'on appelle la locomotive Stephenson. Et puis la sienne, un peu remaniée, s'appelle la Napoléon. La première locomotive s'appelle la Napoléon. Après, toutes les locomotives avaient des noms. Voilà, alors ça c'est vraiment extraordinaire. Après, il avait à peine terminé cela qu'il s'est lancé. Il a aussi participé à la construction de la première gare qui était près de la fonderie. C'était tout naturel, hein, parce que le lien avec l'usine qui fabriquait les locomotives. Et ensuite, il s'est lancé dans le projet de construction d'une ligne Bâle-Strasbourg. Et en 2 ans, ça a été fait. Mais alors Nicolas Quéclin était une individualité. Il voulait faire tout seul. Et le résultat, c'est que ça lui a coûté tellement d'argent qu'en fait, il est mort peu de temps après. Et il était pratiquement ruiné à ce moment-là. C'est extraordinaire parce qu'il fallait une mise de fonds absolument énorme, exproprier les gens là où passe la ligne, étudier. Vous savez que la ligne Mulhouse-Strasbourg, étant une des plus anciennes, est une ligne droite, le plus droite possible et c'est pourquoi souvent les gares sont loin du village, loin des... Jean-André Schlumberger a dirigé la filature qui se trouvait anciennement à la Porte-Jeune, à la Denche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce quartier. C'est l'endroit où se trouve actuellement, c'est un endroit qui va être rénové. Là, vous savez, il y a un restaurant chinois, je crois, près du lycée Montaigne. C'est le quartier de la Denche. Et donc là, il y avait une énorme filature qui était donc dirigée par une entreprise textile par M. Schlumberger. Et cette usine a existé jusqu'en 1937 où elle était ensuite démolie et progressivement le quartier a été modernisé. Alors il a également créé une autre usine à la Mer Rouge qui se trouvait dans ce quartier. Il a employé jusqu'à 2500 ouvriers. C'était donc quelqu'un d'extrêmement influent et c'était un des plus importants industriels de la région. Alors le type d'édifice, qu'on appelle une chapelle ici, c'est un plan rectangulaire, comme vous le voyez, avec plusieurs chapiteaux. Et ça évoque donc un portique, un chapiteau de la Renaissance italienne, avec des têtes de colonnes qui sont très ouvragées, un équilibre qui est tout à fait intéressant. Ce sont des chapiteaux corinthiens d'ailleurs. Et ensuite, la grille est également très intéressante. C'est une grille qui est très, très ouvragée, avec là encore des symboles floraux. C'est un style néo-renaissance. Vous voyez, il y a également la pierre a été un peu pas mal attaquée quand même. Mais enfin, on devine quand même encore des hauts de chapiteaux qui sont intéressants. Et puis, vous voyez ici un tablier en pierre. Il y en a un de chaque côté de la porte. Ce qui est un symbole d'éternité, de temps qui s'écoule également. Ça, c'est un élément du patrimoine funéraire
tout à fait intéressant, tout à fait remarquable. Pardon? Là, un toit en pierre également qu'il faudra aussi essayer de consolider. Malheureusement, on ne peut pas y entrer parce que bon, l'accès est assez, enfin, la porte est verrouillée. Bon, on n'a pas pu élucider encore s'il y avait une descendance ou pas qui voulait s'en occuper. Mais on suit ça d'assez près parce que cette chapelle mérite qu'on s'en occupe et qu'on la valorise un peu plus. En tout cas, elle est intéressante à plus d'un titre. Là, je ne vous parlerai pas forcément des personnes qui sont enterrées là, parce qu'elles n'ont pas une histoire particulière. En tout cas, bon, elles devaient quand même compter, puisque pour édifier un tel édifice, bon, il faut avoir une certaine renommée. Et puis, progressivement, est devenu ingénieur. Ingénieur, et puis ensuite, il a dirigé le département des locomotives. Avant de co-diriger ce qui devint plus tard la SACM, la Société Alsacienne de Construction Mécanique. Donc c'est un monsieur qui a travaillé beaucoup dans le ferroviaire, on va dire, et qui a effectivement été un homme tout à fait remarquable, dont on ne soupçonne pas forcément l'importance qu'il a pu avoir dans les développements ultérieurs du matériel ferroviaire. Alors vous voyez, il y a trois édifices assez différents dans leur exécution. Celui du centre, bon, ce buste magnifique, alors ça a été, les pierres ont été restaurées, nettoyées par les services du cimetière, et ça remet en évidence la beauté de la pierre et la clarté de la pierre. Alors, la grille également forgée, on retrouve les pavots, hein, comme on l'a fait tout à l'heure, mais là, bon, la grille a été un peu reprise pour qu'elle soit à peu près d'équerre, on va dire. Et puis, donc, le monument central, donc, ces colonnes qui sont intéressantes, c'est comme une petit édifice ou un temple, si vous voulez, avec également en bas des feuilles de palmier. Le palmier est également un symbole d'éternité, de vie éternelle. Et puis ensuite, deux stèles de style très différents. Celle de gauche, vous voyez, on retrouve ce style néoclassique qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est intéressant, mais bon, c'est assez disparate, assez hétérogène comme ensemble. Mais bon, c'est intéressant parce qu'on ne voit pas ça très souvent, quoi, non plus. Et puis ensuite, celle de droite est niveau cintré, on trouve ce cintrage avec les roses de nouveau dans la couronne de fleurs. Et puis là, elle est de tradition plutôt néoclassique. Alors c'est un monsieur qui devait être très apprécié de ses collaborateurs, puisque sont eux qui lui ont dédié cet édifice, ses ouvriers, ses collaborateurs. Je crois que c'est un monsieur qui a été sur le plan humain également tout à fait remarquable. Voilà. Donc la visite se termine ici, donc j'espère que vous aurez pu découvrir un certain nombre de personnages et de types d'architecture remarquables ou intéressants au niveau du cimetière de Mulhouse. En tout cas, cet endroit vous est ouvert, hein, vous êtes accessible en permanence et vous pourrez retrouver les sépultures que je vous ai décrites, ainsi que bien d'autres également, dans cette brochure qui vient d'être éditée par la ville de Mulhouse et qui décrit près d'une soixantaine de sépultures remarquables. Et en tout cas, c'est une invitation à la promenade et aussi au repos, pas au repos éternel pour vous, en tout cas. Mais en tout cas, c'est un endroit qui prolonge également la visite des musées mulhousiens, qui est un très très beau trait d'union entre l'histoire passée et puis ce qu'elle peut nous enseigner pour le futur. Je vous remercie de votre présence. Merci. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.